Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Nous attendons environ 400 personnes, 475 personnes au dernier décompte. Ce webinaire sur gérer en période de grande démission. Je me présente, je m'appelle Louise Clément. Je vais être votre animatrice pour ce webinaire d'1 heure. Je suis leader régional et consultante principale chez Humance dans l'équipe développement des leaders et des équipes. Gérer en période de grande démission ou encore comment surmonter la peur et l'incertitude pour créer un environnement de travail hybride prospère. On se pose la question d'où vient ce terme de grande démission. Écoutez, ce phénomène-là, on l'a vu aux États-Unis, c'est un phénomène de démission en série qui est vécu aux États-Unis et au Canada. Pourquoi? Ben, parce que les gens veulent plus de flexibilité, veulent plus d'épanouissement personnel, veulent trouver un sens à leur emploi. Puis tout ça, ça a été exacerbé par l'accès à l'information sur les postes, sur les salaires, sur les conditions. Puis en plus, ben, on rajoute que la crise sanitaire a bouleversé tout ça, a bouleversé le monde du travail tel qu'on le connaissait, bien évidemment. Puis a aussi peut-être mis en exergue que les gens ont redéfini leurs valeurs, puis aussi ont redéfini leurs priorités. Alors, gérer en période de grande démission, selon le guide salarial de Robert Half 2022, le nombre de démissions a augmenté de 20% en 2020 et 2021. Écoutez, vous voyez la diapositive présentement à l'écran. C'est pour ça qu'on est là. C'est la réalité de toutes vos organisations. Pour en parler aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ma collègue Jennifer Gabrielli, qui est associée chez Humance. Elle est elle aussi dans l'équipe développement des leaders et des équipes. Puis elle se spécialise notamment dans l'implantation de stratégies de travail hybrides. Bienvenue, Jennifer. Bonjour Louise, bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui commence à rentrer. N'oubliez pas notamment de mettre vos questions dans le Q&R ou si vous avez des commentaires dans la discussion. On va vous lire tout au long. Louise pourra aussi faire quelques commentaires. Bien, merci beaucoup Louise pour cette belle introduction. Et effectivement, on voit que la grande résignation, la grande démission, parce que ça c'est le terme anglais, en fait, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Puis, pour justement peut-être parler un peu de notre expertise rapidement, bien, j'aimerais ça juste parler justement de notre acquisition qu'on a fait il y a plus d'1 an et demi avec Work Evolution qui apporte justement, et que je travaille énormément avec, apporte plus de 15 ans d'expertise sur le leadership à distance, sur la culture à distance. Donc, vraiment quelque chose qui, bien avant la pandémie, était quelque chose qu'on se penchait dessus. Donc, rien de mieux que Humance a fait à joindre nos forces avec Work Evolution pour justement développer davantage cette expertise. On est vraiment des experts mondiaux dans cette nouvelle ère-là. Et c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, Louise, de quoi on va parler aujourd'hui? Bien, notre ordre du jour pour l'heure avec laquelle on va passer avec vous, c'est on va parler de peur, d'anxiété et du retour au bureau. On va vous parler de façon plus spécifique de la grande démission. On va essayer de vous partager quelques stratégies pour aider vos employés et on va vous parler d'un phénomène actuellement dans toutes les organisations, le leadership hybride. Jennifer, j'aimerais savoir, on commence avec peur et anxiété. Je trouve qu'on commence quand même en lien avec ça. Pourquoi peur et anxiété avec le retour au bureau? Bien, il y a beaucoup de discussions actuellement qu'on peut voir, que ce soit dans les organisations, que ce soit entre collègues, que ce soit entre membres de la famille. Et on dénote de la peur, de l'anxiété qui peut être reliée justement à ce retour au bureau. On ne peut pas mettre ça de côté, mélanger avec l'incertitude, on ne peut pas mettre ça de côté actuellement pour justement mettre la table à parler de la grande démission. C'est important de d'abord reconnaître ces différentes émotions-là et voir un peu comment on peut mieux les comprendre, mieux les mettre, aider les gens, les outiller pour justement diminuer cette peur, cette anxiété
qui peut avoir autour de ce retour au bureau, que ce soit hybride, à temps plein, à temps partiel, etc., etc. Puis, justement, Louise, ça me fait penser à, on voit de plus en plus avec la pandémie des opinions qui sont divergentes, que ce soit sur la vaccination, que ce soit sur les masques, sur les distanciations, sur les restrictions, est-ce qu'ils devraient être assouplis, pas assouplis. Donc, des opinions très, très polarisées qu'on voit de plus en plus, ce qui fait en sorte que même notre retour au bureau, on pourrait même se dire, oh, OK, ça va être des conversations peut-être assez spéciales à avoir. D'ailleurs, il y a plus de 61% des gens dans plus de 17 pays qui disent qu'ils voient vraiment cette polarisation dans la société en général. Donc, on voit vraiment une tendance qui est en hausse depuis le début de la pandémie qui nous divise. Alors, évidemment, ça peut être une première explication pour justement ce retour au bureau. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir des conversations inconfortables avec mes collègues? Et notamment, certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà ouvert certaines portes, certaines discussions, puis vous l'avez ressenti. Et évidemment, on ne peut pas passer à côté de parler justement du continuum de tolérance de risque. Donc, la pandémie a en fait joué sur notre aversion ou notre tolérance au risque. C'est vraiment ça ce qui s'est passé avec la pandémie. Donc, on le sait, dépendant de notre personnalité, dépendant de notre âge, dépendant de notre genre, des traits de personnalité, du niveau d'éducation, le statut socio-économique, dépendant de ces différents aspects-là, on peut avoir une aversion au risque, donc pas vouloir prendre beaucoup de risques ou avoir une plus grande tolérance au risque. Donc, par exemple, dans notre personnalité, il y a des personnalités qui, justement, vont vouloir avoir le plus possible d'informations pour être capable de prendre une décision. Il y en a d'autres qui vont sauter. Donc, on peut penser même à des professions ou quoi que ce soit. On a vu aussi au niveau des statistiques que l'âge, donc si on a 65 ans et moins, règle générale, on a une plus grande tolérance au risque. Et si on mélange ça avec justement les risques liés à la COVID-19, bien évidemment, cette tolérance au risque, elle est aussi expliquée par le fait que ça affecte normalement beaucoup plus des gens de 65 ans et plus. Donc, vraiment, il y a eu tout un aspect à regarder au niveau du risque par rapport à la COVID. Et ça m'amène justement à vous parler du risque, donc la COVID-19, la crainte, le risque d'attraper la COVID-19. Quand un risque se pose, justement, quand on perçoit un risque, bien, on peut ensuite transformer ça en peur quand on sent qu'il y a une menace imminente. Et si les mécanismes d'adaptation échouent et que la peur reste et qu'elle est prolongée, c'est ça le mot-clé, si elle est prolongée et non résolue, bien, elle peut nous conduire à une anxiété. Puis ça, c'est en fonction de nos prédispositions aussi. Mais l'anxiété, contrairement à la peur, concerne davantage les risques ou les circonstances hypothétiques. Et c'est ça qu'il faut vraiment mettre le focus dessus, des circonstances hypothétiques à l'avenir. Donc, si on prend l'exemple du retour au bureau, on pourrait se dire, bon, comment ça va se passer? Il va y avoir tel problème, j'anticipe. Donc, on est beaucoup dans l'anticipation. Vous allez remarquer d'ailleurs, on parle justement du variant, on parle peut-être d'une 5e vague. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'anticipation du futur. Donc, ça peut causer de l'anxiété d'être axé sur cet avenir qu'on ne connaît pas, qu'on ne contrôle pas. Et par opposition, la peur, si on l'élimine, elle disparaît. L'anxiété ne va pas disparaître immédiatement. Ça va être quelque chose qui va devoir graduellement pouvoir disparaître. Alors, c'est important de vraiment adresser quand on ressent une certaine anxiété, par exemple, on parle du retour au bureau, mais pour n'importe quelle circonstance, de s'assurer de prendre en charge cette anxiété pour la diminuer parce que personne ne devrait ressentir à quoi que ce soit une anxiété. Elle peut rester très longtemps. Et justement, ce degré d'anxiété-là peut alimenter différents éléments. Mais avant de vous parler davantage sur cette anxiété-là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'incertitudes qui a en plus alimenté cette anxiété pendant la COVID et qu'on est encore dedans.
Donc, par exemple, le retour au bureau, comment ça va se passer? Ça sera quoi les mesures qui vont être mises en place? Est-ce que je vais être en sécurité? Est-ce que j'ai une sécurité d'emploi? Si vous vous souvenez, au début de la pandémie, certaines personnes ont même peut-être pensé que leur emploi allait terminer. Ensuite, si on va vraiment dans le cas de la COVID, la vaccination, les restrictions, on ne savait plus si on avait le droit de voir des gens, pas voir des gens, contracter le virus, c'est encore pas clair à quel point l'efficacité des vaccins, surtout sur les nouveaux variants. Donc, beaucoup d'incertitudes. Et au niveau personnel, la situation familiale, les possibles changements de mode de vie, justement, si on rattache ça, par exemple, à un retour au bureau, comment je vais faire? Est-ce que je dois prendre des transports en commun? Est-ce que je vais avoir le temps de m'occuper de ma famille? Donc, beaucoup d'incertitudes qui n'ont pas aidé à alimenter. Donc, si vous voyez des gens qui, justement, ont ces différents éléments-là de travail, de COVID ou de personnel qui génèrent une certaine anxiété, c'est quand même très normal. Il y a eu énormément d'incertitudes. On continue à naviguer dans cette incertitude avec Omicron, par exemple, qu'on ne sait pas trop où ça s'en va. Donc, vraiment, c'est important de le reconnaître et de le reconnaître chez nos employés, nos équipes, nos collègues. Maintenant, Louise, avant qu'on continue, j'aimerais ça que peut-être qu'on pose la question à nos chers invités. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui, on irait peut-être avec un premier sondage pour voir où vous vous situez. Alors, la première question qu'on aimerait vous poser, c'est que constatez-vous chez vos collègues par rapport à cette transition-là de retour au bureau, que ce soit en mode hybride ou non? Vous constatez de la peur et de l'anxiété, vous avez, je ne sais pas, des sentiments mixtes. Là. Certaines personnes sont enthousiastes, puis d'autres sont quand même anxieuses, ou non, vous êtes plutôt du côté de la réponse C, excitation et enthousiasme. Alors, à vous de voter, s'il vous plaît, on va voir vraiment où se situe le groupe par rapport à comment les collègues, comment l'environnement se situe par rapport à ce retour au bureau-là. Alors, je vous invite à voter pour qu'on puisse voir un peu où vous vous situez pour adapter notre présentation. Alors, je ne sais pas où on en est rendu par rapport à nos résultats. Oh, alors, pas beaucoup de peur et d'anxiété, seulement à peu près un 3 sentiments mixtes, certaines personnes sont enthousiastes et d'autres sont peut-être un peu plus anxieuses et une proportion de 11 des gens sont vraiment excités et enthousiastes à ce retour-là au bureau. Jennifer, est-ce que tout ça, ça te surprend, ces résultats-là? Non, il y a un mélange, puis peut-être que j'aurais dû le spécifier justement. Il y a un mélange d'enthousiasme. Des fois, on est tanné de travailler, par exemple, de la maison. On a hâte de reconnecter avec nos collègues. On a hâte de changer d'air aussi. Donc, on a de l'enthousiasme. Puis d'autres, quand même, un peu anxieux sur comment ça va se dérouler réellement. Donc, non, pas une grande surprise là-dessus. Je suis bien contente de voir justement que le A n'a pas été le choix le plus populaire. Il aurait pu, mais très contente. Et oui, j'aurais dû le spécifier qu'il y a des gens qui ont très hâte aussi de retourner à une certaine, on va dire, entre guillemets, normalité qui était ce qu'on vivait avant la pandémie. Donc, il y a vraiment... je dirais qu'il y a un mélange. C'est surtout face à l'inconnu que probablement vous ressentez une certaine anxiété de comment ça va réellement se traduire dans notre quotidien. Fait que merci beaucoup pour ces réponses. On va avoir quelques autres sondages, ne vous inquiétez pas. On veut vous entendre par les sondages. Et puis, ça m'amène justement pour ceux qui ressentent par moment de la peur, de l'anxiété, d'arriver à vous dire, n'oubliez pas que des fois, vous allez avoir l'impression, que ce soit vous ou vos collègues ou même des membres de votre famille, la prise de décision face à la peur et l'anxiété, bien, elle va jouer beaucoup sur la subjectivité. On va avoir de la misère à prendre des décisions qui vont être logiques, qui vont être vraiment basées uniquement sur le rationnel. Pourquoi? Parce que justement, on va tellement être dans l'anticipation de vouloir créer et, veut pas, dans l'anticipation, on va souvent aller vers le négatif, si vous avez remarqué. C'est-à-dire de dire, oh mon Dieu,
comment ça va se passer quand je vais aller au travail, qu'est-ce que j'ai à m'attendre, comment je vois ça. Donc, vraiment être dans une anxiété qui biaise, en fait, nos prises de décision. Donc, de faire attention que l'incertitude et l'anxiété et l'évaluation des risques, elle pourrait être mal dosée. Donc, vraiment faire attention. Et en plus, qu'est-ce que ça peut amener? Puis vous l'avez sûrement remarqué, que ce soit chez des collègues, que ce soit chez vous-même, ça amène aussi son lot d'épuisement. Donc, ce sentiment qui peut être autant mental, émotionnel et ou physique, ou les trois ensemble. Et on sait que la tête et le corps sont intimement liés. Donc, cet épuisement, c'est souvent cette charge mentale d'essayer de régler les problèmes avant même qu'ils arrivent. Je sais que pour ma part, je suis une pro là-dedans, de vouloir régler des problèmes avant même qu'ils arrivent. Là, je vois Louise qui sourit aussi. Fait que je pense qu'elle aussi est dans le même bateau par moment. Alors, d'éviter d'essayer de tout régler avant même que ça arrive. Puis, je suis sûre, si je voyais qu'il y en a d'autres qui souriraient aussi. Donc, vraiment, faire attention à cet épuisement-là qui est réel, qui est basé sur justement le regret, sur des décisions qu'on n'est pas certain comment les prendre. On essaie d'anticiper, on essaie de contrôler notre environnement. Donc, de faire très, très, très attention à ça pour justement éviter cet épuisement-là. Et puis, ben, tout ça, ça nous amène à poser la table justement sur le sujet de l'heure, qui est la grande démission. Alors, pourquoi je vous ai parlé d'anxiété? Pourquoi je vous ai parlé de peur? Pourquoi je vous parle d'épuisement? Bien, c'est un des facteurs qui peut lier à la grande démission tous ces sentiments de perte de contrôle, de ne pas être capable de gérer le risque, de ne pas être capable d'être maître de son bateau. Donc, ça, c'est une part, mais Louise, je vais te céder la parole pour nous amener dans ce sujet-là. Oui, effectivement. Puis, on a eu même une question là, qui arrivait juste pour ton info, Jennifer. Au niveau de la question 1, quelle considération aussi on donne au fait que les gens ont quand même ralenti pendant la pandémie? Bon, pas de déplacement, ils sauvaient du temps. Ils ont pris conscience de ce rythme de fou-là de leur journée. Puis ils veulent pas perdre ce temps-là qu'ils avaient retrouvé en faisant du télétravail un peu et qui leur a permis de respirer un peu. Puis c'est justement cette question-là arrive à point nommé parce que justement, quand on prend le phénomène de peur, anxiété, épuisement, quand on prend le phénomène de j'ai des émotions variées entre le fait de retourner parce que j'ai le goût de revoir mes collègues, mais en même temps, comme le dit la question dans une des questions-réponses qu'on a eues, ben, en même temps, les avantages que j'avais à avoir retrouvé un certain rythme, ben, je pense que c'est ces phénomènes-là, couplés les uns avec les autres, qui nous amènent dans cette fameuse grande démission. Puis, j'aimerais savoir, Jennifer, qu'est-ce que les organisations font puis pour vraiment essayer de contrer cette grande démission-là? Parce qu'on le sait, on accompagne des équipes, on accompagne des leaders, puis qui se disent, OK, là, moi, j'ai des enjeux, là, je ne veux pas que ça m'arrive s'ils ne sont pas encore rendus là, parce que c'est un phénomène qu'on a vu aux États-Unis, mais qui ne veulent pas que ça s'en vienne. Mais ils doivent naviguer, ils doivent jongler avec tous ces éléments-là dont on parle, les avantages du télétravail, l'anxiété et tout ça. Alors, je te laisse aller pour la prochaine partie, la grande démission. Oui, puis souvent, on va nous poser des questions justement sur pourquoi la grande démission, pourquoi les gens quittent ou quoi que ce soit. Bien, il y a une explication qui peut être assez logique et assez simple. Il y a plus d'offres d'emploi qu'il y a de gens pour les combler. Fait que ça, c'est une des réponses, mais ce n'est pas la seule réponse. Comme Louise le mentionnait, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs personnes qui se remettent en question, il y a plusieurs éléments qui, justement, sont rattachés à ça. Et avant de plonger un peu plus, justement, dans la grande démission, on voit que plus de 40% des travailleurs, que ce soit de Singapour ou du Canada, ont déclaré qu'ils étaient susceptibles de quitter leur emploi actuel dans les 3 à 6 mois. Au Canada, bien qu'on n'ait pas encore à des taux aussi élevés qu'aux États-Unis, qui, je vous rappelle, au mois d'août, il y a eu 4 millions de personnes qui ont quitté leurs emplois. Alors, au Canada, on est à 24% des Canadiens qui réévaluent leur avenir
professionnels et qui envisagent de changer d'emploi. On voit aussi justement différents éléments qui peuvent en faire découler. Et n'oubliez jamais que les tendances aux États-Unis, ce n'est juste une question de temps avant qu'ils influencent en fait le marché du travail au Canada. Donc, bien que 24 semble des fois pour certains minime et pour d'autres une grande catastrophe, sachez qu'il y a quand même une tendance qui s'en vient vers nous, sans vous faire peur, mais d'être cette prise de conscience. Et justement, Louise, qu'est-ce qu'on fait dans ces entreprises-là? Mais c'est drôle parce que quand on préparait l'entrevue, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir, mais il y a un sondage qui a été réalisé auprès de 1000 Québécois âgés de 18 ans et plus dans la semaine du 12 au 14 novembre. Donc, c'est extrêmement récent et qui dit qu'on avait 24 des Canadiens qui réévaluent leur avenir, mais près de 3 jeunes Québécois sur 10 songent à quitter leur emploi dans la prochaine année. Donc, le phénomène était aux États-Unis beaucoup plus fort, mais est-ce qu'on voit vraiment ce phénomène de grande démission-là? Je pense que c'est vraiment là que les questions se posent. Alors, je t'invite peut-être, Jennifer, à y aller avec la suite. Qu'est-ce que font les entreprises en regard de pour essayer de contrer cette grande démission-là? Donc, c'est ça, je mettais à l'écran, vous pouvez les lire, des différentes statistiques là, sur les travailleurs et tout ça. De toute façon, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me poser la question si ce n'est pas déjà fait. Vous allez pouvoir avoir l'enregistrement de cette présentation avec toutes les statistiques. Donc, que font les organisations pour offrir des solutions pour justement contrer ça? Bien, vous allez voir, si vous ne l'avez pas déjà vécu, souvent, on va aller vers des solutions rapides, super bien intentionnées. Donc, on a toutes les intentions du monde de bien faire les choses, mais on veut aller vite parce que, bon, soit on commence à ressentir qu'il y a des gens qui quittent ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'on prend réellement le temps de bien comprendre avec empathie, avec compassion, ce qui doit changer pour, en fait, faire cette rétention-là? Et souvent, quand on va rapidement, ben, on peut aussi envoyer le message que c'est plus des décisions transactionnelles. On a des gens, on veut les garder, et donc l'intention contre l'appréciation réelle. Donc, les employés peuvent se sentir comme on essaie de boucher un trou, on essaie de mettre, bon, moi, je ne suis pas très manuelle, mettre du duct tape pour que ça tienne. Hein? C'est vraiment l'image qui me vient en tête. Donc, on offre des solutions sans avoir nécessairement demandé aux employés qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils changent ou qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'ils restent. Donc, très transactionnel comme prise de décision. Et ensuite, ce que ça génère, c'est ce sentiment-là de justement les démissions, le roulement de personnel constant. Donc, les organisations qui ne vont pas prendre le temps, et oui, c'est facile à dire et difficile à faire par moment parce qu'on a un enjeu à ce moment-là directement, mais c'est de prendre le temps de bien comprendre c'est quoi les réels besoins. Dernièrement, j'ai eu le plaisir de travailler avec des entreprises qui ont fait des focus groups avec leurs employés et puis j'ai été impliquée pour justement les faire ressortir qu'est-ce qui pourrait être des enjeux pour eux, pourquoi ils pensent ou ils songent ou pourquoi leurs collègues ont quitté et non pas juste de s'attarder aux entrevues de sortie ou que des fois les employés vont se dire hey, je veux garder des bonnes relations avec mes employeurs, fait que je ne vais pas faire la longue liste de ce qui n'allait pas. Donc, on intervient beaucoup à ce niveau-là, de bien comprendre, bien cerner et accompagner les entreprises ou les organisations pour justement freiner ces élans-là. Et c'est aussi une réalité de dire que globalement, cette pandémie-là a profondément changé les attentes des gens par rapport au travail. Donc, aux commentaires, en fait, à la question avant, oui, ça a changé quelque chose. Justement, on a fait une prise de conscience de dire wow, le temps, par exemple, de transport, je le sauve. Mais attention, il faut aussi se dire est-ce que le rythme que j'ai actuellement, ou est-ce que je sauve du temps, ou est-ce que je suis plus productif, est-ce qu'il est soutenable sur plusieurs années? On parle d'essoufflement, on parle de différents éléments. Donc, c'est important de aussi prendre ce petit pas de recul et dire cette heure-là, quand j'allais au bureau, et que c'était mon petit moment où est-ce que je me parlais dans l'auto toute seule.
je fais jamais ça, ou que j'appelais un collègue, ou que j'écoutais de la musique puis je chantais à tue-tête. Ce petit moment-là, ou que j'écoutais dans l'autobus la musique et que je me perdais dans mes pensées, ce petit moment-là, oui, on est peut-être moins productif, mais est-ce qu'on l'est vraiment moins productif? Parce que c'est prouvé que plus on met des heures, plus on travaille, plus aussi on peut s'épuiser et donc pas faire un rendu aussi productif. Donc, il y a vraiment cet élément-là que je vous invite à réfléchir aussi, mais définitivement, la pandémie a profondément changé les attentes des gens face au travail. Et ça m'amène justement à c'est quoi les stratégies qu'on peut mettre en place pour soutenir notre personnel, pour nous soutenir par rapport à justement éviter ces démissions-là, ces gens qui veulent quitter, qui veulent aller trouver en fait un autre emploi, s'épanouir différemment. Et évidemment, on a tout ce qui est le soutien passif et actif. Donc, on a vu que le virtuel, on a essayé de recréer le présentiel en virtuel. Ça a été magique. On a eu plein de billets, puis on a essayé de recréer. Puis, ce qu'on voit dans un soutien passif, c'est qu'on est principalement réactif. Tu sais, on va vouloir, bon, quelqu'un me dit, je songe à quitter, ça y est, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on lui donne plus d'argent? Est-ce qu'on lui offre plus de flexibilité? Qu'est-ce qu'on fait? On a une politique de porte ouverte. Ça veut dire, ben, viens me voir quand toi, tu es prêt. Donc, on est vraiment en mode passif. La responsabilité est beaucoup sur l'employé. On fait peu ou pas de suivi. On n'a pas de nouvelles. Quand on ne donne pas de nouvelles, ben, c'est des bonnes nouvelles. Donc, ça, c'est une façon d'avoir un certain soutien. On peut vouloir dire aussi que c'est une façon de créer de l'autonomie. De l'autre côté, un soutien actif qui va aider à retenir, à garder le cap pour les employés, c'est souvent proactif. Ça veut dire on va au-devant. Les mises au point régulières. Donc, le continu, ça va besoin d'être long, mais c'est le continu. La responsabilité partagée. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui t'appartient? Puis comment on travaille ensemble? Le suivi continu et reconnaître les succès. Donc, la reconnaissance, le suivi en continu. Pas, ça fait 3 semaines que je n'ai pas parlé aux membres de mon équipe. Puis, c'est une bonne nouvelle parce que c'est juste quand j'ai quelque chose à leur dire ou à leur reprocher que je les appelle. Au contraire, n'oubliez pas que le mode virtuel a causé un certain isolement. Quand je parle d'isolement, ce n'est pas juste qu'on ne voit plus personne, c'est aussi, on est beaucoup laissé dans notre propre bulle à travailler. Oui, on parle énormément pendant nos rencontres à d'autres gens, mais une fois qu'on déclique, on est seul versus quand on était au bureau, on avait des gens autour de nous, on pouvait prendre 2 minutes et échanger ou se changer les idées. C'est un peu plus compliqué maintenant. On a nos chats et nos chiens pour la plupart, nos enfants aussi, mais ce n'est pas la même dynamique. Donc, le soutien qui va de passif vers actif, c'est un choix qu'on doit faire. Et dans cette idée-là, justement, Louise et moi, pendant qu'on préparait ce webinaire, bien, on avait le terme en anglais qui s'appelle « Stay Conversations » et on cherchait à dire comment on peut le traduire en français pour que réellement ça ait une connotation. Donc, une approche proactive, c'est le dialogue de rétention. Alors, au lieu d'attendre que la personne choisisse de quitter, puis je fais souvent le parallèle, puis là, je vais faire rire certaines personnes parce que je sais que vous m'avez déjà entendu dire ça, c'est comme quand on quitte une relation. Quand on quitte une relation puis qu'on a fait notre cheminement au départ, on a beau, après ça, essayer de retenir la personne est prête, elle a fait son cheminement. Je veux vous comparer ça à quand quelqu'un prépare son terrain pour quitter un emploi, la réflexion est pas mal entamée. Donc, oui, on peut lui offrir des meilleures conditions, quoi que ce soit, mais les chances que cette personne-là, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ne va pas quitter, sont quand même très minimes. Ils vont quitter éventuellement parce qu'ils ont fait un cheminement. Donc, dans l'approche proactive, le dialogue de rétention, c'est, je vous invite tous, puis c'est un défi que je vous lance à tous, de dire avec votre équipe, vous, là, qu'est-ce qui ferait que dans 3 ans, vous serez encore ici? Et ça va faire des conversations qui vont peut-être être un peu inconfortables, quoi que ce soit, mais vous allez aller chercher réellement le pouls des gens. C'est très, très, très important d'aller chercher justement ce pouls-là. Et ça m'amène à, donc, ne pas attendre, à ayez ces conversations ouvertes, ouvrez ce dialogue-là, je vous invite. Ça fait quand même des conversations riches. Vous allez aller chercher beaucoup, beaucoup de compréhension sur
qu'est-ce qui motive les gens à rester? Et ça m'amène justement à aussi chercher le pouls. Chercher le pouls de poser la question, comment vas-tu? Je peux demander à Louise, comment vas-tu aujourd'hui? Puis en train de taper à côté, puis prendre mon téléphone, puis mettre devant, puis pas être pleinement là. Quand vous posez la question, on vous recommande, par exemple, moi je le fais, puis je sais qu'il y a certaines personnes qui sont là justement, que je fais des ateliers avec. Souvent, j'ai des images. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de coller une émotion à une image. Donc, si je vous dis, « Hey Louise, comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es un 1, un 2, un 3, un 4 ou un 5? » Bien, je te dirais qu'aujourd'hui, c'est un 2. Alors, c'est un 2 pour divers éléments. Mais ça m'amène à une question, Jennifer, parce que, comme par exemple, si on a un employé qui nous dit, moi, aujourd'hui, là, je suis un 4 ou un 5. Moi, je viens des milieux plus traditionnels. Avant d'être chez Humange, j'étais dans des milieux plus traditionnels. Puis, comment on fait? Parce que moi, j'aurais eu le réflexe à l'époque, quand quelqu'un dit je suis un 4 ou un 5, de hey, parle-moi-en. Puis là, l'employé qui arrive, puis qui dit mais là, parle-moi-en pas, là, je suis débordée. Là, une telle n'est pas rentrée parce qu'il est arrivé tel enjeu. Puis là, je vois le temps des fêtes s'en venir, là, puis avec la moitié des gens chez nous qui ne sont pas vaccinés, l'autre moitié qui est vaccinée. Puis là, mon réflexe comme gestionnaire, ça aurait été de dire, ben voyons donc, Jennifer, fais-toi-en pas, tu es tellement bonne, tu trouves tout le temps des solutions, tu es vraiment bonne, puis ça aurait été d'essayer de voir du positif ou de lui faire voir qu'elle va sortir de cette situation-là, ou encore d'essayer de trouver des solutions, parce qu'on nous a montré comme gestionnaire qu'il fallait avoir des réponses à tout. Et là, ça aussi, c'est un changement de paradigme, je pense, Jennifer, parce que de vouloir dédramatiser parce qu'on se dit, je ne veux pas tomber dans une spirale descendante que si j'accueille son affaire, que là, finalement, on commence et qu'on se décourage dans la journée, puis on a de la job à faire aujourd'hui. Fait que ça, c'est comme deux réflexes comme gestionnaire. Je n'oserais pas dire de l'ancienne garde, mais je dirais gestionnaire plus traditionnel, qui sont des pièges, je pense, à éviter. Oui, c'est ça, justement, quand on parle d'émotion, donc quelqu'un vient avec l'émotion, bien, il indique que ça peut être une émotion agréable, ça peut être une émotion désagréable, mais on doit absolument d'abord laisser place à cette émotion, puis accepter ou l'accueillir, comme on peut dire. Puis justement, il y a des pièges à éviter quand quelqu'un vient s'exprimer, quand ils prennent le courage de venir s'exprimer. Puis je dis le courage parce que ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc, les pièges à éviter, justement, Louise, la première chose, puis je sais qu'il y en a qui vont sourire, la pensée positive. Hey, on va parler de l'arc-en-ciel, ça va bien aller. Ça, c'est un exemple, par exemple. Mais il y avait un espoir là-dedans. Donc, justement, quelqu'un nous arrive et dit je suis un 4 ou un 5, ça ne va pas bien aujourd'hui. De dire non, non, tu vas voir, ça va bien aller. La première chose qu'on doit faire, c'est d'accueillir cette émotion-là, c'est de dire OK, explique-moi pourquoi, question ouverte. Mais c'est surtout de ne pas chercher à trouver une solution avant même d'avoir écouté jusqu'à la fin. Puis, en tant que gestionnaire, là, on veut juste réparer le plus vite possible les problèmes. Là. On a toutes les bonnes intentions. On a pris ces postes-là, justement, pour être capable de répondre pour aider les gens. On aime ça, aider les gens. Mais ce qui arrive, c'est qu'on met des filtres. Dès qu'on est en mode solution pendant qu'on écoute, on n'écoute pas vraiment. Et quand on parle de solution avant même d'écouter l'émotion pourrait être « j'avais juste besoin de parler ». Ça vous est sûrement déjà arrivé que vous racontez à quelqu'un quelque chose et la personne dit hey, « merci, ça me fait juste du bien de t'en parler ». Ils ne veulent pas de solution. Donc, il faut absolument éviter ces pièges-là, surtout en hybride où est-ce qu'on ne va pas nécessairement avoir la personne devant nous avec tout le non-verbal qui peut être accompagné. Et ça m'amène à dire, bon, bien, une fois qu'on évite ces pièges-là, comment on peut identifier bien ses émotions? Donc, il y a un relâchement de tension, par exemple. La personne commence à parler plus ouvertement, puis elle dit, oui, c'est ça, c'est en plein ça. Donc, aussi d'éviter de ramener ça à nous. Tu sais, moi, si j'étais dans ta situation, non, mettez-vous pas en mode solution. Vraiment d'écouter. On est vraiment à l'ère où est-ce que on doit laisser cet espace-là. Et ce n'est pas une question nécessairement de traditionnel. La COVID a changé beaucoup, beaucoup la donne sur comment on doit gérer, comment on doit voir notre implication face à notre équipe.
Puis Louise, justement, par rapport à ça, je poserais une deuxième question. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, je pense qu'on serait dû pour notre deuxième question, effectivement. Alors, la deuxième question à laquelle on vous demande de répondre, c'est que fait votre organisation en matière de travail hybride? Alors, est-ce que tout le monde revient au bureau? Est-ce que vous allez adopter un modèle hybride, puis vous avez votre plan de mise en œuvre? Ou bien vous envisagez d'adopter un modèle hybride, mais il n'y a pas encore un plan là, solide ou diffusé ou canné, comme on pourrait dire. Donc, que fait votre organisation en matière de travail hybride? Parce que, tu sais, Jennifer, tout ça, c'est pendant que les gens vont répondre, tu sais, on n'a jamais autant parlé de santé émotionnelle, santé psychologique, d'émotions au travail. Il y a vraiment, moi, de psychologie du travail, on n'a jamais autant parlé qu'au cours des 2 dernières années. On parle de safe zone. Tantôt, tu parlais des entrevues de départ qui sont faites par des entreprises comme nous parce que les gens se disent, on veut vraiment donner un cocon à nos employés pour qu'ils nous disent vraiment pourquoi ils quittent. On veut avoir les vraies raisons. Et cette notion-là d'y aller beaucoup plus au niveau de l'émotion, ben je pense que, comme tu l'as dit, c'est que le virtuel a prouvé ses limites. À un moment donné, c'est beau, là, mais on travaille avec des humains, puis ça a vraiment fait la preuve qu'il y avait des limites. Et c'est là qu'il faut modifier puis avoir un nouveau comportement de leadership face à nos équipes parce qu'il y a des bouts qui ne sont plus là, puis il y a des bouts qu'on doit adapter. Fait que concernant le travail hybride, je ne sais pas si on a nos résultats au niveau de ce que vos organisations font. Alors, très peu de gens nous disent que tout le monde revient au bureau, seulement 4 vous avez adopté un modèle hybride, puis vous avez un plan de match de mise en œuvre dans ce cas de 68 et on a 28 des organisations qui nous disent, bien, on envisage d'adopter un modèle hybride, mais notre plan n'est pas tout à fait encore prêt. Alors, c'est vraiment, on y va avec une majorité qui a un plan de mise en œuvre, puis il y en a qu'on est en train aussi de concevoir notre plan. Ça te dit quoi, ces résultats-là, Jennifer, toi qui travailles vraiment en approche hybride? Oui, en fait, on est en train de voir beaucoup de gens qui sont en train de s'organiser ou qui se sont organisés et qu'en fait, il y a plein de nouveautés qui s'en viennent aussi ou plein de différents changements. Je ne sais pas pour certains d'entre vous si vous avez l'impression d'avoir bâti un plan, d'avoir à le défaire, de le refaire ou de le reconstruire, mais on est beaucoup là-dedans. Donc oui, le modèle hybride est définitivement là pour la plupart des gens. Mais après ça, comment il va se traduire réellement dans le quotidien, c'est encore assez nébuleux pour certaines organisations. Fait que c'est ça qu'on voit. Mais merci beaucoup pour ces résultats, justement. Ça m'amène à faire la distinction qui est très importante pour moi. Puis je reprends tout le monde autour de moi, puis ça commence à probablement causer des enjeux. Mais les gens ne reviennent pas au travail. Ils travaillent depuis 1 an et demi super fort. Ils reviennent au bureau. Donc, la plupart des gens ont travaillé beaucoup plus même pendant la pandémie. Donc, de vraiment faire cette distinction-là, je sais que c'est une question de sémantique, c'est une question de mots, mais elle est très importante et de vous assurer de garder ça en tête quand vous parlez justement de ce retour au bureau qui va être important. Et je vous invite d'ailleurs à penser à comment mon leadership doit justement changer, doit évoluer, pas changer, évoluer face à cette nouvelle réalité qui, je vous garantis, n'est pas la même chose que de gérer 100% en virtuel ou 100% en personne. Le hybride amène son lot de défis, mais ça peut aussi amener son lot d'opportunités. Puis c'est ça qu'on va, en fait, regarder un peu plus au niveau des conditions gagnantes. Oui, Jennifer, je t'invite peut-être 2 questions, puis je pense que tu vas les traiter, mais il y en a quelqu'un qui dit comment on peut aussi réussir à concilier la polarisation des gens face aux enjeux de la pandémie dans des milieux de travail où l'inclusion est prisée, mais avec des gouvernements, des fois, ou certaines entreprises avec du one size fits all. Comment on retient les employés qui ont des besoins différents dans ce contexte? Alors, première question, peut-être juste avant d'embarquer dans nos conditions gagnantes. Puis l'autre, c'est vraiment la perception aussi en leadership hybride, la perception quand on a des équipes, par exemple dans le domaine manufacturier, où on doit être là sur le plancher, on doit être présent.
Et des fois, la perception que, par exemple, les gens de l'administration ou ceux qui sont au niveau dans des situations moins... la perception qu'on pourrait penser que les gens sont moins engagés s'ils demeurent en télétravail versus être au bureau. Alors, c'est des enjeux que tu rencontres souvent là, quand tu accompagnes les organisations. Fait que je te laisse aller avec peut-être les conditions gagnantes pour le leadership hybride en gardant en mémoire là, ces deux enjeux-là. Donc, évidemment, pour le leadership hybride, je comprends tout à fait. On peut comparer ça un peu à des professions. Hein. Dépendant de notre profession, on peut avoir des conditions de travail qui sont très différentes. Donc, je parle d'un représentant qui est tout le temps sur la route versus l'appui aux ventes qui était tout le temps au bureau, par exemple, et que ça pouvait causer par moment certains éléments. L'idée, c'est d'avoir des politiques qui sont bien cadrées, c'est-à-dire justement, si ton poste requiert que tu sois au bureau, bien, on sait pourquoi. Donc, il y a des types de professions qui doivent être au bureau parce que nécessairement le travail se fait. Mais je vous challengerai quand même dans un milieu manufacturier, à réfléchir. Est-ce qu'il y a des gens qui, une journée par mois, par exemple, peuvent faire du travail à distance? Par exemple, je donne tout le temps l'exemple du chirurgien qui, bon, on se dirait, bien, c'est normal, il faut qu'il soit à l'hôpital. Mais il faut qu'il fasse la paperasse, il faut qu'il fasse d'autres éléments. Fait que c'est de vraiment revoir chacun des postes, autant au niveau manufacturier que dans d'autres circonstances, et se dire, est-ce qu'il y a moyen d'hybrider certains postes qu'on n'avait juste jamais pensé? Ça, c'est de un. De deux, si la politique est claire, dans l'équité, ce n'est pas que tout le monde est nécessairement sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire au niveau des conditions. Chaque poste a ses conditions aussi. Donc, si c'est bien communiqué, pourquoi vous êtes tenu à être au travail, pourquoi vous êtes tenu, vous pouvez faire du travail à distance, ça va aider. Évidemment, ça ne sera pas parfait, mais ça s'explique. Et c'est de prendre ce temps-là et pas juste faire, bien, c'est un sous-entendu, puis soyez explicite. C'est ça la morale de l'histoire. Et pour comment réconcilier la polarisation, c'est d'ouvrir des dialogues. J'ai eu à ouvrir justement pour certaines entreprises des dialogues pour comprendre que les gens étaient vraiment des opposés. Et des fois, c'est de s'entendre, de ne pas s'entendre, de se dire, regarde, on n'est pas d'accord là-dessus, on passe à autre chose. C'est surtout d'éviter d'avoir des positions extrêmes où est-ce qu'on est campé, où est-ce qu'on est vraiment positionné. Puis, dans ce milieu inclusif-là, c'est de dire cette diversité de pensée-là nous amène à être meilleurs. Donc, d'essayer de réconcilier, en fait, en disant, ça se peut que vous ne soyez pas d'accord, mais ça reste qu'il y a un certain respect. Il faut tout le temps qu'il y ait un respect, une tolérance. Donc, de vraiment inculquer dans cette culture-là, qui sait peut-être que c'est de développer davantage cette culture-là au fur et à mesure de tolérance, de patience et d'acceptation, en fait, de différentes positions. On n'a jamais été aussi confronté à de la polarisation aussi forte actuellement. Fait que moi, je dirais que d'amener ça vers, écoutez, on n'a pas besoin d'être toujours d'accord sur tout. Et il y a un moment qu'on peut échanger, mais il y a un moment donné aussi que, bon, on n'est pas d'accord, on continue, on a des projets ensemble, puis de créer cette vision commune parce que tout le monde gravite vers, ça va être beaucoup plus facile, même si on n'a pas les mêmes opinions. J'espère que ça répond à vos questions. Puis, nous, on avait une autre question, Louise, à poser. Hein? Oui, effectivement. Au niveau de notre prochain sondage, la question 3 de notre sondage, c'est dans quelle mesure vos leaders sont-ils prêts à gérer des équipes hybrides? Comme le disait Jennifer, il y a des changements de paradigme, il y a des changements, des façons de faire. Alors, vos leaders, ils sont prêts puis ils sont très efficaces. Ils sont quelque peu prêts, mais ils doivent se perfectionner ou ils doivent développer plusieurs de leurs capacités de leader hybride. Alors, je vous invite à répondre à notre troisième sondage de ce midi. Alors, selon vous, dans quelle mesure vos leaders sont-ils prêts à gérer leurs équipes hybrides? Très efficaces, quelque peu près, mais ils doivent quand même se perfectionner ou ils doivent développer plusieurs de leurs capacités de leadership au niveau hybride. Alors, il nous reste peut-être 10 secondes pour le sondage pour avoir ensemble des gens.
allons-y. Je ne sais pas si on est capable de voir nos résultats. Alors, non, on a 16 des gens qui disent que leurs leaders sont prêts et sont très efficaces. On a 53 des gens qui disent sont quelque peu près, mais ils doivent se perfectionner. Puis, on a 32 des gens qui disent, ouf, ils doivent se développer sur plusieurs de leurs capacités de leader stratégique. Alors, c'est à peu près ce qu'on voit aussi dans le marché, Jennifer, n'est-ce pas? Oui. Oui, et puis ça nous amène à faire des réflexions. Puis pour beaucoup, il y a aussi une prise de conscience de se dire, tu sais quoi, j'ai peut-être pas pris le temps de réfléchir à ça. On a été tellement dans une mouvance tellement rapide. Puis justement, ça se planifie. Si on regarde un peu l'importance d'avoir une approche stratégique à tout ça, tu sais, on voit que pour certains, vous avez des plans de mis en place, d'autres pas. Donc, il faut voir, il faut prévoir en fait une vision stratégique de où est-ce qu'on veut amener nos leaders, où est-ce qu'on veut amener notre organisation. Puis surtout, pas juste dire, hey, on fait du hybride parce que tout le monde fait du hybride, mais pourquoi? Ça va être quoi la valeur ajoutée? Et j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui disait, c'est pas tous les employés qui veulent revenir au bureau. Je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus en disant que c'est un peu normal qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas revenir au bureau parce qu'ils ne voient pas les avantages. Puis je m'explique. Et encore là, je fais une grande généralisation, mais vous allez comprendre. Si on me dit, demain matin, Louise puis Jen, vous allez aller au bureau, vous allez faire 1 heure de transport, vous allez devoir amener votre lunch, puis vous allez devant être votre écran sur Teams ou sur Zoom toute la journée, puis après ça, vous allez avoir 1 heure de transport pour revenir. On va rester chez nous, hein, Jennifer? Avec des petites tempêtes de neige ici et là, des grèves de CPE, de toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui motive les gens à aller au bureau? Donc, si vous voulez assurer que les gens vont vouloir revenir au bureau, il va y avoir de l'anxiété, il va y avoir de la peur, il va y avoir comment ça va se passer, c'est quoi l'avantage. On va se poser les questions, je vais être moins productif. Mais réellement, là, les gens, quand ils vont revenir au bureau et qu'on assure qu'ils font des choses différentes, ils socialisent, ils voient des gens, ben, ça va les aider énormément à voir les bénéfices. Et le mode hybride, c'est parfait pour ça parce que justement, on va aller chercher le meilleur des deux mondes. On peut être en jogging, comme moi je le suis aujourd'hui, et en même temps, on peut aller voir des clients, on peut aller chez les clients ou on peut aller justement au bureau et c'est merveilleux aussi. Donc, de vraiment miser sur le meilleur des deux mondes, d'avoir cette possibilité-là que pour beaucoup d'entre vous, par exemple, dans vos milieux, ce n'était pas possible avant. Là, on a la possibilité. Donc, de vraiment renverser ça, puis de se dire, on a la possibilité d'avoir une grande flexibilité qui nous permet donc d'en créer un sens en arrière de tout ça. Et donc, j'espère que le commentaire qui était mis, j'espère que ça vous aide un peu. Il faut faire très attention, justement, quand vous mettez en place ces politiques-là, de ne pas avoir des politiques qui sont trop rigides, qui sont dépourvues d'empathie. Ça va être ça, puis tout le monde, tout dans le même bateau. Faites attention. On peut laisser un peu de flexibilité pour justement éviter d'avoir de la résistance. Et ça va être très important d'outiller nos leaders pour, porter ce message-là, parce qu'on va se le dire, c'est les gestionnaires qui vont être beaucoup porteurs de ce message-là, vont recevoir ces commentaires-là du mode hybride et tout ça. Et donc, il y a des capacités qu'on a découvertes à travers toutes les études probantes de Work Evolution qu'on a mis en place. Donc, il y a des capacités de leader. Moi, je dirais que c'est 3 grandes familles. Il y a les relations, la flexibilité, puis la productivité. Dans les relations, c'est est-ce que je suis capable de créer un environnement de confiance? Est-ce que je suis capable d'avoir un esprit d'équipe? Favoriser la collaboration malgré les distances. Dans la flexibilité, j'aimerais attirer votre attention. On dit souvent atteindre l'équilibre travail-vie personnelle, mais dans les tests que nous, on fait de psychométrique sur justement les capacités de mesurer un leader hybride, ces capacités-là, il y a aussi promouvoir l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Souvent, cette échelle-là est plus basse qu'on peut l'anticiper. Donc, atteindre un équilibre travail-vie personnelle, il est atteint, le gestionnaire est content et tout ça. Puis là, on arrive à promouvoir l'équilibre. Là, il dit, mais pourtant, je leur dis d'arrêter de travailler, je leur dis de prendre leur week-end. Comment ça score aussi bas? Bien,
moi, j'aimerais vous dire, il faut une cohérence. En tant que leader hybride, il faut assurer cette cohérence. Donc, si moi, j'envoie un courriel à 8 heures le soir, même si je dis, je ne m'attends pas à ce que tu le lises, ça peut amener une certaine incohérence avec la promotion de l'équilibre. Donc, vous pouvez faire des courriels différés, vous pouvez faire différents éléments. Et la communication polyvalente, de choisir différents modes de communication pour s'adapter beaucoup à notre équipe. Finalement, dans la productivité, c'est de gérer la performance, même si on est à distance, même si on n'est pas capable de faire des rétros aussi facilement qu'en personne, de gérer le travail et le personnel, puis l'alignement stratégique, donc la vision, créer ce sens-là. Justement, si on n'est pas tout le temps ensemble, ça va être encore plus important. Fait que ça, c'est les 3 grandes familles de capacités d'un leader hybride. Et c'est se poser cette question de dire, où est-ce que je peux m'améliorer? Où est-ce qu'ils sont les différents éléments? Où est-ce que je peux aller créer de la valeur pour mon équipe, pour l'organisation? Et Louise, je sais que tu vas me poser une question, je le sens, je te vois là. Non, mais c'est intéressant de voir les 3 grandes familles, puis de voir aussi comment quand tu travailles en hybride, Jennifer, que tu es capable d'aller vérifier aussi ces compétences, ces capacités-là. Puis, c'est pas juste aussi une question d'une seule personne ou du gestionnaire aussi. J'aimerais ça que tu nous parles de ce graphique-là, justement. Bien, en fait, on a plusieurs façons de travailler avec les leaders, les équipes pour assurer ce succès parce que ce n'est pas juste le leader, ça ne repose pas juste sur les leaders. On a plusieurs solutions, notamment des tests psychométriques pour mesurer le succès de l'équipe, le succès du leader en mode hybride. On a aussi tout ce qui est conseil stratégique qu'on accompagne, comme je vous ai mentionné, aussi pour la grande démission. On fait des focus group, on va chercher, on vient vous aider justement à assurer en fait ce succès-là dans le hybride parce que ce ne sera pas quelque chose qui va être linéaire et simple. Moi, je dis tout le temps aux gens, soyez assurés que le mode hybride, on va avoir des moments où est-ce qu'on va essayer certaines affaires dépendant de la culture, dépendant des gens, et il faut être capable d'être agile, il faut être capable de se réaligner assez rapidement, malgré qu'on ait réfléchi à tous les petits points, les points-virgules, les si, les peut-être et les comment. Ça arrive quand même qu'on va avoir à réviser certaines stratégies. Et au fur et à mesure, justement, que la pandémie avance, on va avoir plus d'éléments aussi de réponse pour certains éléments. Donc, c'est jamais se dire, ça, c'est notre plan, puis on fonce, puis on ne se questionne pas. Au contraire, la morale de l'histoire, c'est qu'on peut vous accompagner, on peut vous aider dans cette réflexion-là qui est en continu pour s'assurer qu'on est toujours sur les bonnes rails. Et oui? Dans notre chat aussi, les gens nous disent il faut mettre à niveau nos profils. C'est Manon qui nous dit qu'il faut mettre à niveau nos profils de compétences de leadership pour y intégrer justement ce mode de gestion hybride-là. Puis, on a aussi dans les questions et réponses quelqu'un qui dit comment on peut amener les équipes en regard de ça. Tu veux-tu peut-être, il nous reste très peu de temps, mais peut-être parler rapidement du fameux parcours connecté sur lequel tu es très engagé, là. Oui, donc on a un parcours virtuel qui accompagne autant les leaders que les employés au niveau de cette prochaine étape en hybride. Donc, quelque chose qui peut accompagner vos équipes, vos organisations dans tout ce qui s'insère justement dans l'inclusion, s'assurer qu'on passe des bonnes journées au bureau. Donc, vraiment des parcours virtuels qui nous font pratiquer, nous font réfléchir, nous font apprendre. Donc, vraiment très, très, très intéressant. Puis, on pourra vous donner plus d'informations là-dessus avec grand plaisir. Je suis là pour rester. Et même si on parle de grande démission, je suis là pour rester, vous inquiétez pas. Et Louise aussi. Donc, on est bien. Et puis, Louise, peut-être tu pourrais nous parler justement des 5 points à retenir par l'employeur en ayant parlé de justement cette grande démission-là. Peut-être nous faire un petit recap de tout ce qu'on a discuté, puis on va avoir quelques minutes pour répondre à vos questions. Exactement. Ben, on essayait de résumer puis de dire
bon, on a tous des gens qui sont dans cette situation-là, des clients, des amis qui voient venir cette grande démission-là. Il y a peut-être des points à retenir. On essayait de voir les 5 principaux. Le premier, c'est comme si vous êtes gestionnaire, si vous avez une équipe, si vous êtes chef d'entreprise, prenez une pause puis réfléchissez sérieusement. On ne dit pas que vous n'avez pas réfléchi sérieusement, mais octroyez-vous le temps de réfléchir un peu à vos prochaines actions. Ça ressemble à quoi? Renforcez les relations avec votre personnel. Sondez-la, questionnez-la. Ils peuvent vous donner des réponses aussi en regard des stratégies à mettre en place. Cherchez à connaître si vous avez eu quelques départs, là où les véritables raisons pour lesquelles vos employés démissionnent. Souvent, est-ce que je vais tout dire à mon DRH ou est-ce que je vais tout dire à mon gestionnaire quand je sais que peut-être ces gens-là vont m'être utiles? Alors souvent, on a peut-être on passe ça dans un tamis, on donne certaines informations, mais nous, on veut savoir les véritables raisons. Est-ce que votre mécanisme est vraiment bien fait pour vous assurer d'avoir une vraie discussion avec les gens qui quittent pour comprendre les vraies raisons? Puis, faites aussi des dialogues de rétention. On l'a mis là-dedans, là. Le dialogue de rétention. Prenez du temps, le temps que vous allez prendre avec vos employés présentement à établir un dialogue de rétention. Vous allez peut-être le sauver à faire des entrevues de départ, là. Alors ça, je pense que c'est important. Faites preuve d'empathie, de compassion, de détermination pour vous améliorer. Je dis toujours à la blague que ça fait 3 ans, moi, je suis chez Humance, puis j'entendais beaucoup les termes empathie, compassion, bienveillance, puis je croyais que c'était parce que je venais d'arriver dans une firme historiquement, qui était avec des psychologues organisationnels, mais j'avais tout faux. C'est vraiment ce qu'on cherche de nos leaders actuellement, cette empathie-là, de comprendre l'autre, de prendre du temps pour qu'il puisse s'exprimer, puis essayer de trouver des stratégies de rétention novatrices qui vont correspondre à ce qui intéresse vraiment les employés. Des fois, on propose quelque chose, comme disait Jennifer, dans la meilleure intention du monde, mais on n'a pas validé si c'est vraiment ça qui faisait plaisir aux gens. Puis des fois, vous seriez surpris de voir que ce qui fait plaisir aux gens, ça peut être très, très simple, mais il s'agit de provoquer l'environnement qui va nous permettre d'aller chercher ces informations-là. Alors, grosso modo, c'était les 5 points à retenir qu'on voulait vous partager. Puis, on va prendre quelques questions si éventuellement il y en avait dans le chat, ou dans les questions-réponses. Mais on a toujours, depuis longtemps, on a toujours géré nos ressources humaines. Puis la grande démission, ça nous dit qu'il faut peut-être gérer humainement nos ressources et ce qu'on veut essayer de faire avec vous. Alors, s'il y a des questions ou certains commentaires, n'hésitez pas. Il était 27, on vous avait promis qu'on terminait à 12h30. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on pourrait les prendre. Jean-François qui nous dit que c'est des pistes de réflexion. C'est ça qu'on voulait susciter, Jean-François, peut-être vous aiguiller pour réfléchir à penser à des nouvelles stratégies. Merci pour vos commentaires dans le chat. Jusqu'à maintenant, on me dit qu'il n'y a rien dans les questions-réponses. Jennifer, tu vois toi aussi les commentaires dans le chat. N'hésitez pas. On va vous envoyer aussi un courriel avec la présentation. Vous allez avoir la présentation. On va peut-être vous donner aussi le lien sur l'article qu'il y a eu la semaine dernière, le sondage qu'il y a eu la semaine dernière, si vous avez besoin de faire réfléchir vos équipes. Alors, n'hésitez pas. Puis, si vous avez des questions, c'est une communication qu'on vous fait, Jennifer et moi. N'hésitez pas à nous revenir aussi. Ça nous fera grandement plaisir. Jennifer, un mot de la fin? Oui, bien, merci beaucoup. Puis, je vois que souvent la question, pourquoi cette grande démission? Bien, plusieurs facteurs. Donc, pénurie de main-d'œuvre, plus d'offres que il y a plus d'offres que de demandes. Fait que les gens cherchent beaucoup ce changement-là. Donc, moi, je vous invite à ouvrir ces dialogues-là avec vos équipes, avec vos employeurs et réellement, on va être capable de trouver des environnements que tout le monde est bien, tout le monde est à l'aise, tout le monde se sent bien dans tout ça. Alors, moi, je vous souhaite un excellent lunch. Merci d'avoir pris du temps sur votre heure du lunch pour justement être avec nous. Et on reste toujours, puis je vois des noms que je reconnais dans le chat. Alors, bonjour Louise notamment, je vois. Donc, si jamais vous avez quoi que ce soit, on est facilement rejoignable et ça va me faire un grand plaisir d'échanger avec vous. Alors, je vous dis, prenez soin de vous, c'est important
et prenez soin de votre monde. C'est encore plus important. Alors, merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine. Merci. Merci Jennifer pour tes contenus très pertinents. Bonjour tout le monde.